Chapitre 4. Quand on regarde la bouche d'un roi, disait un vieil homme, on dirait qu'il n'a jamais tété le sein de sa mère. Il parlait d'Okonkwo, qui avait échappé si vite à la malchance et à la grande pauvreté pour devenir l'un des seigneurs du clan. Ce vieux n'en voulait pas à Okonkwo. À vrai dire, il le respectait pour son ardeur au travail et sa réussite, mais il était frappé, comme la plupart des gens, par la brutalité dont Okonkwo faisait preuve à l'égard des hommes qui avaient moins bien réussi que lui. Pas plus tard qu'une semaine avant, un homme qui le contredisait, lors d'une réunion de famille au sujet de la prochaine fête ancestrale, s'était entendu répondre par Okonkwo « Cette réunion est pour les hommes !» Celui qui l'avait contredit ne possédait aucun titre. C'était pourquoi il l'avait traité de femme. Okonkwo savait comment casser un homme. Tout le monde à la réunion avait pris le parti d'Usugo, en entendant Okonkwo le traiter de femme. L'aîné des hommes présents avait déclaré d'un ton sévère que ceux pour lesquels les noix de palme tombaient toutes préparées par un esprit bienveillant ne devaient pas oublier d'être humbles. Okonkwo répondit qu'il regrettait ces paroles et la réunion se poursuivit. Mais en réalité, ce n'était pas un esprit bienfaisant qui avait cassé les noix de palme d'Okonkwo. Il l'avait fait lui-même. Quand on savait quel dur combat il avait mené contre la mauvaise fortune et la pauvreté, on ne pouvait pas dire qu'il avait eu de la chance. Si un homme méritait sa réussite, c'était bien lui. S'il était déjà connu, tout jeune, comme le plus grand lutteur de toute la région, la chance n'y était pour rien. Tout au plus, pouvait-on penser qu'il avait un bon chi, ou dieu personnel. Mais un proverbe, chez les Ibos, dit que lorsqu'un homme dit oui, son chi aussi. Comme Okonkwo disait oui très fort, son chi approuvait. Et pas seulement son chi, mais son clan également. Parce que tous jugeaient un homme au travail de ses mains. C'était pour cela qu'Okonkwo avait été choisi par les 9 villages pour porter aux ennemis un message les prévenant qu'ils auraient la guerre, sauf s'ils donnaient un jeune homme et une vierge en réparation du meurtre de l'épouse d'Udo. Et ses ennemis avaient une telle peur du Mofia qu'ils avaient traité Okonkwo comme un roi et lui avaient amené une vierge qu'on avait offerte à Udo comme épouse, ainsi que le jeune Ikemefuna. Les anciens avaient décidé qu'Ikemefuna serait confié à Okonkwo pour quelque temps, mais personne ne pensait que cela durerait 3 ans. Il semble qu'aussitôt prise, la décision fut oubliée. Au début, Ikemefuna était terrifié. Il tenta 1 ou 2 fois de s'échapper, mais il ne savait pas où s'en aller. Il pleurait des larmes amères en pensant à sa mère et à sa petite sœur de 3 ans. La mère de Nwoye était très gentille avec lui, et le traitait comme l'un de ses enfants. Mais il ne cessait de répéter « Quand vais-je rentrer chez moi ?» Quand Okonkwo apprit qu'il ne voulait plus rien manger, il entra dans la case, un gros bâton à la main, et se planta devant lui pendant qu'il avalait ses ignames en tremblant. Un peu plus tard, Ikemefuna courut derrière la case et se mit à se tordre et à vomir. La mère de Nwoye se plaça derrière lui, une main sur sa poitrine et l'autre dans son dos. Il resta malade pendant 3 semaines de marché. Mais quand il fut guéri, il parut avoir surmonté sa peur et sa tristesse. C'était un garçon débordant de vie, et il gagna peu à peu la sympathie de toute la maisonnée d'Okonkwo, en particulier des enfants. Nwoye, le fils aîné, qui avait 2 ans de moins que lui, ne le quittait plus, car il semblait tout connaître. Il savait faire des flûtes avec des tiges de bambou, et même avec de l'herbe à éléphant. Il connaissait le nom de tous les oiseaux, et savait même confectionner des pièges pour les petits rongeurs de la brousse. Et il savait aussi quel arbre donnait le bois des meilleurs arcs. Okonkwo lui-même finit par se prendre d'une grande affection pour le garçon. Secrètement, bien sûr. Okonkwo ne laissait jamais paraître la moindre émotion, sauf la colère. Témoigner de l'affection à quelqu'un était un signe de faiblesse. La seule chose qui méritait d'être montrée était la force. Il traitait donc Ikemefuna, comme tous les autres, d'une main lourde, mais à l'évidence, il aimait bien ce garçon. Certaines fois, quand il se rendait à un grand rassemblement des villageois ou à quelque fête des ancêtres, il lui permettait de l'accompagner comme un fils en portant son tabouret et son sac en peau de chèvre, et Ikemefuna l'appelait bel et bien « père ». Ikemefuna était arrivé à Umuofia à la fin de la saison sans souci, qui va de la récolte au semail. En fait, il récupéra de sa maladie quelques jours seulement avant que débute la semaine de la paix. Et c'est cette même année
qu'Okonkwo fut puni par Ezeani, le prêtre de la déesse de la terre, pour avoir rompu la paix. Okonkwo entra dans une juste colère, provoquée par sa plus jeune épouse, qui était allée faire tresser ses cheveux chez une amie et ne revint pas à temps pour préparer le repas du soir. Elle n'avait pas prévenu Okonkwo qu'elle n'était pas chez elle. Après avoir attendu en vain qu'on le serve, il alla jusqu'à sa case pour voir ce qu'elle faisait. Il n'y avait personne et le foyer était froid. « Où est Ojiugo ?» demanda-t-il à sa deuxième épouse, qui sortait de chez elle pour puiser de l'eau d'une énorme jarre posée à l'ombre d'un petit arbre au milieu de la cour. « Elle est allée faire ses tresses ?» Okonkwo se mordit les lèvres sous le coup de la colère qui montait en lui. « Où sont ses enfants? Est-ce qu'elle les a amenés avec elle ?» dit-il avec un calme et une froideur inhabituels. « Ils sont ici, » répondit sa première épouse, la mère de Nuoye. Okonkwo se pencha pour regarder dans la case. Les enfants d'Ojiugo étaient en train de manger avec ceux de sa première épouse. « C'est elle qui t'a demandé de les nourrir avant de partir ?» « Oui, » mentit la mère de Nuoye pour atténuer la négligence d'Ojiugo. Okonkwo comprit qu'elle ne disait pas la vérité. Il rentra dans son hobby pour attendre le retour d'Ojiugo, et quand elle arriva, il lui infligea une terrible correction. Dans sa colère, il avait oublié que c'était la semaine de la paix. Ses deux premières femmes accoururent, affolées, pour lui rappeler que c'était une semaine sacrée. Mais Okonkwo n'était pas homme à battre quelqu'un à moitié, même s'il risquait les représailles d'une déesse. Ses voisins, entendant crier sa femme, appelèrent par-dessus le mur en demandant ce qui se passait. Certains vinrent se rendre compte par eux-mêmes. On n'avait jamais vu battre une femme pendant la semaine de la paix. Avant la tombée du jour, Ezeani, le prêtre d'Ani, déesse de la terre, vint trouver Okonkwo dans son hobby. Okonkwo apporta une noix de cola qu'il posa devant le prêtre. « Reprends ta noix de cola. Je ne mange pas dans la maison d'un homme qui ne respecte pas nos dieux et nos ancêtres. » Okonkwo tenta de lui expliquer ce que son épouse avait fait, mais Ezeani ne parut pas l'entendre. Il tenait un petit bâton dont il frappait le sol pour souligner ses paroles. « Écoute-moi, » dit-il quand Okonkwo eut parlé. « Tu n'es pas un étranger à Umuofia. Tu sais aussi bien que moi que nos ancêtres nous ont ordonné de ne jamais rien planter dans la terre avant d'avoir observé une semaine pendant laquelle aucun homme ne doit adresser une parole hostile à son voisin. Nous vivons en paix avec nos semblables pour honorer notre grande déesse de la terre, et sans sa bénédiction, nos récoltes ne lèveraient pas. Tu as commis une faute grave. » Frappant le sol de son bâton, « Ton épouse a eu tort, mais même si tu l'avais trouvée sous son amant en entrant dans son hobby, tu aurais gravement offensé la déesse en la battant. » Le bâton frappa à nouveau. « La faute que tu as commise risque de ruiner le clan tout entier. La déesse de la terre que tu as offensée va peut-être nous refuser son aide, et nous périrons tous. » Changeant de ton pour passer de la fureur à l'injonction, « Tu apporteras demain à l'hôtel d'Ani une chèvre, une poule, une longueur d'étoffe et 100 coris. » Il se leva et sortit. Okonkwo fit ce que le prêtre avait ordonné. Il prit aussi avec lui un pot de vin de palme. En lui-même, il se repentait. Mais ce n'était pas le genre d'homme à se répandre partout en confessant son erreur. Alors les gens dirent qu'il ne respectait pas les dieux du clan. Ses ennemis déclarèrent que la réussite lui était montée à la tête. Ils le comparèrent au petit oiseau Enza qui s'était oublié après un gros repas au point de lancer un défi à son chi. On ne travaillait pas pendant la semaine de la paix. On rendait visite à ses voisins et on buvait du vin de palme. Cette année-là, on ne parla que du Enzoani, commis par Okonkwo. C'était la première fois depuis bien des années qu'un homme brisait la trêve sacrée. Même les plus vieux ne se rappelaient qu'un ou deux incidents de cette nature dans un lointain passé. Ogbuefi et Zoudou, le doyen du village, déclara à deux hommes qui venaient le voir que le châtiment infligé à ceux qui rompaient la trêve d'Ani était devenu bien doux dans leur clan. « Il n'en a pas toujours été ainsi, » ajouta-t-il. « Mon père me racontait qu'il avait entendu dire que, jadis, on traînait par terre jusqu'à ce que mort s'ensuive celui qui rompait la trêve. Mais après un certain temps, on a mis fin à cette coutume parce qu'elle était contraire à la paix qu'elle était censée préserver. »« Quelqu'un m'a dit hier, » observa l'un des jeunes gens, « que dans certains clans,
Mourir pendant la semaine de la paix est une abomination pour un homme. C'est bien vrai, répondit Ukbuefi Ezeudu. Ah, au Bodani, c'est la coutume. Si un homme meurt pendant cette période, on ne l'enterre pas, mais on le jette dans la forêt maudite. C'est une mauvaise coutume que celle-ci, et ces gens manquent de pitié. Ils jettent un grand nombre d'hommes et de femmes sans leur donner de sépulture. Et pour quel résultat? Leur clan est plein de mauvais esprits, de tous ces morts avides de faire du mal aux vivants. Après la semaine de la paix, chaque homme se mettait au travail avec sa famille pour défricher de nouvelles terres. On laissait sécher les arbustes qu'on avait coupés, puis on y mettait le feu. Tandis que la fumée montait au ciel, des milans apparaissaient, venant de différentes directions, et planaient pour un adieu silencieux au-dessus du champ incendié. La saison des pluies approchait, qui les verrait s'en aller au loin jusqu'au retour de la saison sèche. Okonkwo passait ensuite quelques jours à préparer ses graines d'igname. Il examinait soigneusement chaque igname pour savoir si elle méritait d'être semée. Il décidait parfois qu'une igname était trop grosse et la trancha adroitement dans le sens de la longueur, avec son couteau bien aiguisé, pour en faire deux. Nwoye, son fils aîné, et Ikemefuna l'aidaient en lui apportant les ignames depuis la grange dans de longs paniers et en répartissant les graines préparées par un groupe de 400. Okonkwo donnait parfois à chacun quelques ignames à préparer. Mais il trouvait toujours qu'ils s'y prenaient mal, et le leur disait avec forte menace. « Tu te crois en train de couper des ignames pour les faire cuire ?» demandait-il à Nwoye. « Si tu en tranches encore une de cette taille, je te brise la mâchoire. Tu te crois toujours un enfant? Moi, j'avais déjà une ferme à ton âge. » Puis, à Ikemefuna. « Et toi, on ne fait pas pousser des ignames là d'où tu viens ?» Okonkwo, en son fort intérieur, savait que les garçons étaient encore trop jeunes pour bien comprendre l'art difficile de la préparation des graines d'igname. Mais il pensait qu'il n'était jamais trop tôt pour s'y mettre. Les ignames, c'était la virilité. Et celui qui pouvait nourrir sa famille d'une récolte à l'autre était un homme de valeur. Okonkwo voulait que son fils soit un grand fermier et un grand homme. Il voulait effacer les signes de paresse qu'il croyait déjà voir chez lui et qui l'inquiétaient. « Je ne voudrais pas d'un fils qui ne pourrait pas garder la tête haute quand le clan se rassemble. Je l'étranglerais plutôt de mes propres mains. Et si tu restes à me regarder de cette façon, promettait-il, Amodiara te brisera le crâne. » À quelques jours de là, après que 2 ou 3 grosses pluies eurent imbibé la terre, Okonkwo et sa famille rejoignirent le champ avec des paniers de graines d'igname, leurs pioches et leurs machettes, et se mirent au travail. Ils firent des monticules de terre sur tout le champ et semèrent les ignames dedans. L'igname, reine des cultures, était une souveraine très exigeante. Elle demandait pendant 3 ou 4 mois une attention constante entre le premier chant du coq et le moment où la volaille va se percher pour la nuit. On protégeait les jeunes pousses de la chaleur du sol avec des couronnes de feuilles de sisal. Quand les pluies se faisaient trop fortes, les femmes plantaient du maïs, des melons et des haricots entre les monticules. On soutenait ensuite les plants, d'abord avec de petits bâtons, puis avec des branches qu'on prenait aux arbres. Les femmes venaient désherber 3 fois à des moments précis dans la vie des plantes, ni trop tôt, ni trop tard. Les averses alors étaient bien là, si fortes et persistantes que le faiseur de pluie du village ne se prétendait plus capable d'intervenir. Il ne pouvait pas plus désormais arrêter la pluie qu'il aurait su la déclencher en plein cœur de la saison sèche sans mettre gravement sa propre santé en danger. L'organisme humain n'aurait pas résisté à cet effort contre la puissance de la nature. Ainsi, on n'agissait pas sur la nature en pleine saison des pluies. Il tombait par moments de telles trompes d'eau qu'on ne distinguait plus le ciel de la terre dans cette humidité grise. Et on ne savait plus alors si le grondement sourd d'Amadiora venait d'en haut ou s'il montait des profondeurs de la terre. À cette époque, dans les innombrables cases coiffées de chaumes du Muofia, les enfants se rassemblaient autour du feu, sur lequel leur mère faisait cuire du maïs en racontant des histoires, ou bien avec leur père, dans son hobby, pour se réchauffer à un feu de bûche en faisant griller du maïs pour le manger. C'était une brève période de repos entre le dur travail et la fatigue de la saison des plantations et le mois de la récolte, tout aussi laborieux, mais joyeux. Ikemefuna commençait à se sentir comme un membre de la famille d'Okonkwo. Il pensait encore à sa mère et à sa petite sœur,
et il avait des moments de tristesse et de découragement. Mais Nwoye et lui étaient devenus des amis si proches que ces moments se faisaient moins fréquents et moins douloureux. Ikemefuna disposait d'un réservoir inépuisable de contes populaires. Même ceux que Nwoye connaissait déjà prenaient dans sa bouche une fraîcheur nouvelle en apportant l'écho d'un autre clan. Nwoye garderait jusqu'à son dernier jour un souvenir très vif de cette période de sa vie. Il se rappellerait son rire le jour où Ikemefuna lui avait dit que, lorsqu'un épi de maïs ne portait que quelques grains, on l'appelait Ezeagadi Nwayi, comme la bouche édentée d'une vieille femme. Nwoye avait tout de suite pensé à la vieille Nwayeki qui habitait près de l'Oudala, ou Chrysophyllum albidum, un arbre fruitier tropical également connu sous le nom de caïmite africaine. Elle avait 3 dents au plus et fumait la pipe à longueur de journée. Petit à petit, les averses s'adoucirent et se raréfièrent, et la terre et le ciel se séparèrent à nouveau. Une pluie fine tombait par intermittence en nappes légères traversées par le soleil et balayées par une petite brise. Les enfants ne restaient plus chez eux, mais se précipitaient dehors en chantant. La pluie tombe, le soleil brille, Nadi tout seul fait la cuisine et mange. Nwoye se demandait toujours qui était Nadi et pourquoi il vivait, faisait la cuisine et mangeait tout seul. Il finit par se dire qu'il habitait sans doute au pays du conte préféré d'Ikemefuna, où la fourmi tient sa cour avec faste et où les grains de sable dansent jusqu'à la fin des temps. Chapitre 5. La fête de l'Igname nouvelle approchait et Umuofia avait déjà le cœur aux réjouissances. Cette fête était l'occasion de remercier Ani, déesse de la terre et de la fertilité. Ani occupait dans la vie des gens une place plus importante que toutes les autres divinités. Elle était jugée suprême en matière de conduite et de moralité. Et surtout, elle était en contact étroit avec les défunts ancêtres du clan dont le corps avait été confié à la terre. La fête de l'Igname nouvelle avait lieu chaque année avant que débute la récolte, en l'honneur de la déesse de la terre et des esprits des ancêtres. On ne mangeait pas d'igname avant de leur en avoir offert quelques-unes. Tout homme et femme, jeunes et vieux, attendait avec impatience ce moment qui marquait le début de la saison de l'abondance et l'année nouvelle. Pendant la nuit précédant la fête, ceux qui avaient encore des ignames de l'année écoulée les liquidaient toutes. La nouvelle année devait commencer avec des ignames fraîches, goûteuses, et surtout pas avec le fruit fibreux et ratatiné de la précédente récolte. On lavait avec grand soin toutes les marmites, les calebasses et les écuelles en bois, et plus particulièrement les mortiers en bois, dans lesquels on pilait les ignames. Le foufou d'igname, à la soupe de légumes, était le plat roi de la célébration. On en préparait de telles quantités que quel que soit l'appétit de la famille ou le nombre d'amis et de parents que celle-ci invitait, il y avait toujours beaucoup de reste à la fin de la journée. On ne manquait jamais d'évoquer l'histoire de cet homme riche qui avait disposé pour ses hôtes un tel monceau de foufou qu'une fois assis, ceux qui se trouvaient d'un côté ne voyaient pas ce qui se passait de l'autre côté de la table, si bien que l'un d'eux n'avait découvert que tard dans la soirée son frère par alliance qui était arrivé pendant le repas et s'était installé en face de lui. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils s'étaient salués et serré la main au-dessus des derniers restes. La fête de l'Igname nouvelle était ainsi pour tout Umuofia, une occasion de se réjouir. Et celui qui avait le bras fort, comme disent les Ibos, était censé recevoir une foule d'invités venus de toutes parts. Okonkwo y associait toujours les amis de ses épouses, et comme il en avait 3, cela faisait du monde. Pourtant, ces fêtes ne provoquaient jamais chez lui le même enthousiasme que chez la plupart des gens. C'était un gros mangeur, et il pouvait boire 1 ou 2 gourdes de vin de palme bien rempli, mais il était toujours mal à l'aise quand il devait rester tranquille à attendre une festivité, ou à attendre qu'elle s'achève. Il aurait 1000 fois préféré travailler sur ses terres. On était maintenant à 3 jours de la fête. Les épouses d'Okonkwo avaient si bien frotté de terre rouge les murs et les cases que la lumière s'y reflétait. Elles les avaient ensuite décorées de motifs blancs, jaunes et vert foncé. Puis elles avaient entrepris de se peindre elles-mêmes avec du bois de cam et de tracer en noir de magnifiques dessins noirs sur leur ventre et sur leur dos.
On décorait aussi les enfants, à commencer par leur crâne, qu'on rasait en dessinant de beaux motifs. Les trois épouses d'Okonkwo discutèrent avec animation des connaissances qu'elles avaient invitées, tandis que les enfants se régalaient à l'avance des gâteries que ces visiteurs venus du village natal de leur mère ne manqueraient pas de leur prodiguer. Ikemefuna n'était pas le moins excité. Cette fête de l'igname nouvelle lui semblait beaucoup plus importante que dans son propre village, lequel s'éloignait peu à peu à mesure que son souvenir s'estompait. Quand soudain surgit, telle une tornade, Okonkwo, qui allait et venait depuis un moment dans son domaine, sans but apparent mais tremblant de colère contenue, et qui venait de trouver un prétexte pour la laisser exploser. « Qui a massacré ce bananier ?» demanda-t-il. Le silence se fit aussitôt. « Qui a massacré cet arbre? Vous êtes sourds tous ?» Le bananier, à vrai dire, se portait très bien. La deuxième épouse d'Okonkwo avait simplement coupé quelques feuilles pour envelopper de la nourriture, comme elle l'expliqua. Sans discuter plus avant, Okonkwo lui administra une solide raclée et repartit, la laissant en pleurs avec son unique fille. Aucune des deux autres femmes n'osa intervenir, sinon en risquant un timide « Ça suffit, Okonkwo !» lancé à distance respectueuse. Ayant ainsi passé sa colère, Okonkwo décida d'aller chasser. Il possédait un vieux fusil rouillé fabriqué par un habile forgeron qui était venu jadis s'installer à Umuofia. Mais Okonkwo avait beau être un grand homme dont les prouesses étaient universellement connues, c'était un piètre chasseur. En fait, il n'avait jamais tué un rat avec son fusil. Aussi, quand il appela Ikemefuna pour qu'il le lui apporte, la femme qu'il venait de battre laissa échapper quelques mots sur les fusils qui ne tiraient jamais. Pour son malheur, Okonkwo l'entendit. Il se rua dans sa chambre et ressortit avec le fusil chargé, qu'il braqua sur elle, tandis qu'elle escaladait le muret de la grange. Il pressa la détente, et il y eut une forte détonation, suivie par les gémissements de ses épouses et de ses enfants. Jetant le fusil à terre, il sauta à son tour dans la grange, où la femme gisait, épouvantée mais indemne. Il poussa un profond soupir, ramassa son arme et s'éloigna. Malgré cet incident, on célébra très joyeusement la fête de l'igname nouvelle dans la maison d'Okonkwo. Il fit de bon matin un sacrifice de jeune igname et de l'huile de palme à ses ancêtres, auxquels il demanda de les protéger, lui, ses enfants et ses épouses, pendant la nouvelle année. Comme le jour tirait à sa fin, ses frères par alliance arrivèrent des villages alentours, chaque groupe apportant une grande jarre de vin de palme, et on commença à boire et à manger jusqu'à la nuit, quand les frères prirent congé pour rentrer chez eux. Le deuxième jour de l'année était, traditionnellement, celui du grand tournoi de lutte entre le village d'Okonkwo et ses voisins. On n'aurait pas su dire ce qui plaisait le plus aux villageois, de la fête et du plaisir, de la ripaille en bonne compagnie du premier jour, ou du tournoi du deuxième. Mais il y avait une femme pour qui la chose ne faisait pas le moindre doute. C'était Ekwefi, la deuxième épouse d'Okonkwo, celle qu'il avait failli tuer d'un coup de fusil. De toutes les fêtes qui se célébraient au cours de l'année, aucune ne lui plaisait autant que ce tournoi de lutte. Bien des années auparavant, quand elle était l'une des plus belles filles du village, Okonkwo avait gagné son cœur en terrassant le chat au cours du plus grand combat qu'il y ait eu de mémoire d'homme. Elle ne l'avait pas épousé alors, parce qu'il était trop pauvre pour payer sa dot. Mais quelques années plus tard, fuyant son mari, elle était venue vivre avec lui. Cela ne datait pas d'hier. Ekwefi était maintenant une femme de 45 ans à qui la vie avait apporté bien des souffrances. Mais sa passion pour les tournois de lutte restait aussi vive que 30 ans auparavant. Il n'était pas encore midi, en ce deuxième jour de la fête, quand Ekwefi et sa fille unique, Ezinma, s'assirent près du feu pour attendre que l'eau commence à bouillir dans la marmite. Le poulet qu'Ekwefi venait de tuer était dans le mortier en bois. L'eau se mit à bouillir et, d'un geste vif, Ekwefi prit la marmite sur le feu et versa l'eau bouillante sur le poulet. Reposant la marmite dans un coin sur son support circulaire, elle regarda ses paumes noires de suie. Ezinma s'étonnait toujours de voir sa mère soulever la marmite à main nue. « Ekwefi, c'est vrai que quand on est grand, on ne brûle plus ?» Ezinma, contrairement aux autres enfants, appelait sa mère par son nom. « Oui, » répondit Ekwefi trop occupée pour discuter. Sa fille n'avait que 10 ans, mais
Elle était bien plus intelligente que bien des gamines de son âge. Pourtant, la mère de Noyer l'autre jour a laissé tomber sa marmite pleine de soupe et elle s'est cassée. Ekwefi retourna le poulet dans le mortier et entreprit de le plumer. Ekwefi, reprit Ezinma, qui s'était mise à plumer elle aussi. J'ai la paupière qui tressaute. Ça veut dire que tu vas pleurer. Non, c'est celle-là, celle du haut. Alors c'est que tu vas voir quelque chose. Qu'est-ce que je vais voir? Comment veux-tu que je le sache? Elle voulait qu'Ezinma devine toute seule. Ah! S'écria la fillette. Je sais ce que c'est. Le tournoi de lutte. Le poulet dûment plumé, Ekwefi voulut arracher le bec, et comme il résistait, elle le remit à cuire, pour un moment. Puis elle tira à nouveau, et le bec vint. Ekwefi! Appela quelqu'un dans une autre case. C'était la deuxième épouse d'Okonkwo, mère de Noyer. C'est moi, cria Ekwefi. On répondait toujours ainsi quand on vous appelait du dehors. On ne répondait jamais « oui », de crainte d'avoir affaire à un esprit malfaisant. « Tu veux bien donner du feu à Ezinma pour qu'elle me l'apporte » Ses propres enfants et Ikemefuna étaient allés à la rivière. Ekwefi mit quelques braises dans un fond de pot cassé et Ezinma traversa la cour soigneusement balayée jusqu'à la case de la mère de Noyer. « Merci, Inma !» Elle était en train de peler des ignames près d'une corbeille pleine de haricots et de légumes verts. « Laisse-moi allumer ton feu, » proposa Ezinma. « Merci, Ezigbo !» Elle l'appelait souvent Ezigbo, qui voulait dire « celle qui est bonne ». Ezinma sortit et rapporta quelques bouts de bois ramassés sur un énorme fagot prévu à cet effet. Elle les brisa en petits morceaux sur sa plante de pied et s'appliqua à allumer le feu en soufflant sur la braise. « Tu vas te faire sortir les yeux de la tête !» dit la mère de Noyer. « Prends l'éventail !» Elle se leva pour décrocher l'éventail suspendu à un chevron. Aussitôt, la turbulente petite chèvre qui jusque-là mangeait sagement les épluchures d'igname planta ses dents dans un légume entier et prit 2 gros morceaux avant de s'enfuir hors de la case pour les mastiquer tranquillement dans son abri. La mère de Noyer lâcha un juron et se rassit pour reprendre son épluchage. Le feu des Inma lançait maintenant d'épaisses volutes de fumée au plafond. Elle accéléra les battements de son éventail jusqu'à ce qu'il s'enflamme. La mère de Noyer la remercia, et elle retourna vers sa case. À cet instant précis, leur parvint l'écho d'un roulement de tambour dans le lointain. Il venait de l'îlot, le terrain de jeu du village, qui était aussi ancien que celui-ci et où avaient lieu les danses et les grandes cérémonies. Chaque village avait son îlot. Les tambours, on ne pouvait pas s'y tromper, jouaient la danse des lutteurs, rapide, légère et gaie. Et elle leur arrivait portée par le vent. Okonkwo s'éclaircit la gorge et se mit à remuer les pieds au rythme des tambours. Depuis son plus jeune âge, ce son le remplissait d'ardeur. Il tremblait du désir de vaincre et de soumettre. C'était aussi fort que le désir pour une femme. « On va être en retard !» lança Ezinma à sa mère. « Ils ne commenceront pas avant le coucher du soleil. »« Mais les tambours jouent déjà !»« Oui, les tambours commencent à midi, mais on attend que le soleil soit descendu. Va voir si ton père a apporté des ignames pour cet après-midi. »« Il en a rapporté. La mère de Noyer les a déjà mis à cuire. »« Va chercher les nôtres alors. Il faut qu'on les cuise vite, sinon on sera en retard pour la lutte. » Ezinma courut à la grange et revint avec 2 ignames. Ekwefi les pela rapidement. La chèvre accourut en reniflant pour manger les épluchures. Ekwefi coupa les légumes en petits morceaux et commença à préparer un potage en ajoutant des bouts de poulet. Elles entendirent alors quelqu'un qui pleurait non loin de là. La voix ressemblait à celle d'Obiadjeli, la sœur de Noyer. « Ce n'est pas Obiadjeli qui pleure ?» demanda Ekwefi à la mère de Noyer en criant à travers la cour. « Si, » répondit celle-ci. « Elle a dû casser son pot d'eau. » Les pleurs se rapprochaient et les enfants ne tardèrent pas à entrer, portant sur leur tête des pots de dimensions variées selon leurs âges. Ikemefuna ouvrait la marche avec le plus grand pot, suivi de près par Noyer et ses 2 petits frères. Obiadjeli entra la dernière, le visage ruisselant de larmes. Elle avait à la main le coussinet sur lequel
aurait dû être posé son pot. « Que s'est-il passé » demanda sa mère, et Obiageli lui fit part de sa triste mésaventure. Sa mère la consola et promit de lui acheter un autre pot. Les petits frères de Noyer s'apprêtaient à raconter la véritable histoire de l'incident, mais Ikemefuna leur lança un regard sévère, et ils y renoncèrent. En fait, Obiageli avait voulu faire Inyanga avec son pot. Elle l'avait posé sur sa tête, avait croisé les bras sur sa poitrine, et s'était mise à rouler des hanches comme une grande. Le pot était tombé, se brisant en 1000 morceaux, et elle avait éclaté de rire. Elle ne s'était mise à pleurer qu'en arrivant près de l'Iroko planté à côté de chez elle. Les tambours continuaient à battre, obstinés, toujours au même rythme. On ne distinguait plus leur son des bruits du village. C'était comme une pulsation de son cœur battant dans l'air, dans la lumière du jour et jusque dans les arbres, qui mettaient le village tout entier dans un même état d'excitation. Ekwefi versa du potage dans un bol pour son mari et le couvrit. Ezinma le lui apporta dans son hobby. Okonkwo, assis sur une peau de chèvre, était déjà en train de manger ce que lui avait préparé sa première épouse. Obiageli, qui le lui avait apporté de la part de sa mère, attendait par terre qu'il ait fini. Ezinma posa le plat de sa mère devant lui et s'installa avec Obiageli. « Assieds-toi comme une femme !» lui lança Okonkwo. Ezinma serra les jambes et les étendit devant elle. « Père, tu vas aller voir la lutte ?» demanda-t-elle, après avoir laissé passer un laps de temps convenable. « Oui. Et toi ?»« Oui. » Et après un silence, elle ajouta « Je pourrais porter ton siège ?»« Non, ça, c'est pour les garçons. » Okonkwo portait une affection particulière à Ezinma. Elle ressemblait beaucoup à sa mère, qui avait été jadis la plus belle fille du village. Mais il ne laissait paraître cette affection qu'en de rares occasions. « Aujourd'hui, Obiageli a cassé son pot, » dit Ezinma. « Oui, elle m'a raconté ça, » répondit Okonkwo entre deux bouchées. « Père, » dit Obiageli, « on ne doit pas parler la bouche pleine, sinon le piment risque de passer du mauvais côté. »« C'est bien vrai. Tu as entendu, Ezinma ? Tu es plus âgé qu'Obiageli, mais elle a de plus bon sens que toi. » Découvrant le plat de sa deuxième épouse, il se mit à manger. Obiageli récupéra le premier plat et retourna chez sa mère. Puis, Nkechi arriva avec le troisième. Nkechi était la fille de la troisième épouse. Au loin, les tambours battaient toujours.